Luc Simonet qui nous a mis en relation. Tu étais en Belgique. Et il m'a appelé en disant faut absolument que tu rencontres Elina. On a mis quelques mois, mais ça y est, on y est. Et je ne sais rien de toi. Donc on va commencer peut-être par le début. Et ton enfance, nous raconter un peu voilà, où t'es arrivée. Déjà dans le Perche. Ouais, donc quand je suis née, ma mère était malade psychiatriquement, elle avait de graves problèmes psychiatriques, et je suis née d'un père inconnu. Et donc sur décision de justice, comme personne ne pouvait s'occuper de moi, j'ai été placée à la DAS, dans un premier temps dans une pouponnière, dans une pouponnerie, je ne sais pas lequel des deux qu'on dit, et ensuite j'ai été placée en Normandie, dans le Perche. Ah, t'es pas née dans le Perche. Ah non, non, je suis née en région parisienne. Ah, ils t'ont envoyé dans le Perche. Voilà, parce que ma mère devait pas savoir où j'habitais. Parce que, Pour pas qu'elle te trouve. voilà, parce que j'étais considérée comme enfant en danger. Donc, elle avait pas envie de me laisser, quoi. Elle m'aimait mal, mais elle m'aimait, quoi. Donc, en fait, donc on m'a placée en Normandie, dans le Perche. Et donc, j'ai été dans une première famille d'accueil. Et cette famille d'accueil, bon, à un moment donné, est tombée à la retraite. Et après, j'étais dans une deuxième famille d'accueil, où là, administrativement, je suis restée jusqu'à 18 ans, jusqu'à ma majorité. Mais officieusement, à partir de 14 ans, j'ai été placée dans un premier temps en pension, ensuite dans des foyers. Et c'est là que j'ai commencé mes fugues en direction de Paris. Parce que, en fait, à 14 ans, j'ai été exclue du système scolaire, alors que mon rêve, moi, c'était de suivre des études. Alors, pourquoi j'ai été exclue du système scolaire? C'est que c'est vrai que parfois, je devais être un peu à côté de la plaque, je devais avoir un comportement bizarre, mais j'étais une enfant qui adorait apprendre, et j'adorais toutes les matières littéraires et tout. Mais parallèlement, quand j'étais dans ma famille d'accueil, jusqu'à 14 ans, j'étais abusée par tout le monde dans le village. Abusée. Abusée sexuellement, quoi. Hein? J'étais un petit objet, quoi, un petit objet sexuel, quoi. Et en Par fait, plusieurs personnes dans le village. ouais, dans le village, ouais, j'étais la gamine de la DAS, quoi. Et malheureusement, si ça s'était arrivé qu'à moi, et malheureusement, ça arrive souvent, quoi. Donc je ne suis pas un cas en soi. Sauf que c'est très dur de se sortir de tout ça. Et donc c'est sûr qu'à 14 ans, même si j'avais un an d'avance en seconde, eh ben on m'a pas fait de cadeau, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, je vais passer, comme chaque année, il y avait ce qu'on appelle une visite médicale à l'école. Et la famille d'accueil, elle a eu le malheur de donner mon carnet d'AS. Parce que quand on est à la DAS, on a un carnet au-delà du carnet bleu, du carnet de santé. Et puis l'infirmière a fouillé dedans, et puis tout à un moment donné, elle dit mais ta mère, tu sais qu'elle est morte en psychiatrie? Et moi, je savais pas ce que voulait dire ce mot. Donc en fait, le soir, je regarde dans le dictionnaire, et puis je réalise ce que ça veut dire. Et puis très vite, après, dans mes bulletins, il y avait écrit Elina de graves problèmes psychomoteurs. Enfin bon, on a décidé que je ne suivrais pas d'études. Donc là, j'ai été très déçue. Et moi, je les suppliais, je disais, mais laissez-moi au moins redoubler. Et ils n'ont pas voulu. Et à l'époque, j'étais dans un établissement public. Et je ne me suis pas laissé faire. Et la DAS, parce qu'à l'époque on disait la DAS, ils ont réussi du coup à me trouver un établissement privé. C'était le plus cher du Mans. Mais le problème, c'est que moi, au milieu de tous ces jeunes qui n'étaient pas du tout issus du même milieu que moi, il n'y avait pas les mêmes codes. Et puis voilà, puis je devais être une adolescente voilà, qui était sûrement mal dans sa peau. Sûrement en colère aussi, non? Ah oui, ça c'est sûr que j'étais en colère. Bah voilà, déjà. Et ça l'a pas fait. Donc à la fin de ma deuxième année en seconde, au Mans, j'ai été exclue. Et surtout pendant cette année-là, j'allais à l'école quand je voulais, personne ne s'inquiétait, bref. Est-ce que tu te droguais ou tu... Non, pas à l'époque. T'avais pas de comportement... Non, pas à l'époque. Par contre, très vite, on va dire, vers 17 ans, là j'ai été boulimique. Voilà, là j'ai été boulimique. Et donc, pour te donner une ordre d'idée, je fais 1,57 m, je faisais 86 kilos. Donc t'imagines. Mais j'étais vraiment boulimique, hein. Et puis, ensuite, 18 ans est arrivé. Et à 18 ans, la DAS m'a dit, bon, bah, t'es majeur, c'est fini. Ciao.
Voilà, donc à 18 ans, je me retrouve à la rue. Et donc, je m'y attendais pas parce que moi, j'étais pas prête. Personne m'avait préparé à la rue. Personne m'avait dit, voilà, on va te préparer. Et du coup, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai paniqué, quoi. Donc, j'ai passé 3 nuits dehors. Et j'ai vraiment eu mais la peur de ma vie, quoi. J'ai essayé de trouver des endroits les plus insolites et les plus cachés de la ville pour pas. Bon, j'étais à Paris, pour pas qu'on me trouve. Mm. Mais au bout de 3 nuits, moi, j'ai dit, il faut que je trouve des ruses, quoi. Il faut que je me débrouille, quoi. Donc, Juste, excuse-moi, mais quand tu sors de la DAS, donc tu as 18 ans, t'as aucune aide, t'as rien. non, j'ai rien. Mais malheureusement, c'est le cas de plein de jeunes, encore aujourd'hui en 2014. Quand ils ont 18 ans, il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue, quoi. Et il faut savoir que il y a 40% des jeunes à la rue, entre 18 et 25 ans, qui sont issus de. Aujourd'hui, on dit l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Faut le savoir. Mais moi, en plus, c'est pire, parce que moi, j'étais pupille de l'État. Donc, c'est encore pire. Parce que pupille de l'État, ça veut dire. Il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de parents. Ta mère était morte à ce moment-là? Ouais, elle est morte quand j'avais 10 ans. Donc, quand j'ai eu 10 ans et demi, je suis devenue pupille de l'État. Donc, logiquement, d'après la loi, à 18 ans, on n'aurait jamais dû me laisser tomber. Mais bon, voilà, moi, c'est vrai que j'étais en colère, j'étais une révoltée. Peut-être que. Voilà, j'étais peut-être pas facile, mais en même temps, la DAS, c'est leur métier. Il y a des éducateurs, c'est leur métier. C'est à eux de cadrer. Mm. Donc voilà, donc pendant 3 jours, j'ai bien galéré. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve des combines, quoi. Et moi, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'avais eu l'habitude d'être abusée. Et je savais que quand j'étais petite, on me disait toujours, ah, on dirait une poupée, ah, elle a des grands yeux. Je savais que il y avait un truc avec les hommes. Tu pouvais séduire. Séduire, je sais pas. Mais quand j'étais petite, je savais que contre des bonbons, contre une balade en forêt, contre un gâteau d'anniversaire, il suffisait que je fasse ce que me disaient les hommes, puis voilà. Et en fait, je pense que voilà, ça m'est resté dans la tête. Et en fait, très vite dans la rue, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui me regardaient et tout. Bon, moi, je les regardais pas pour les draguer. Moi, je me disais, ce soir, faut pas que je couche dehors, c'est tout. Et après, j'ai des copines aussi, parce que dans la rue, j'ai rencontré plein de gens qui étaient à la rue aussi. Après, j'ai des copines qui me disaient, viens, on va en boîte de nuit. C'est pour les filles, c'est gratuit du lundi au jeudi. Donc, j'ai dormi aussi beaucoup dans les boîtes de nuit. J'ai rencontré des mecs qui étaient plutôt costard-cravate, qui eux, voilà, pareil, ils étaient mariés et tout, mais bon, un homme, je sais pas, ça reste un homme. Moi, j'ai absolument pas confiance dans les hommes. J'ai rencontré trop d'hommes mariés qui ont trompé leurs femmes. C'est terrible ce que je dis. Et même encore aujourd'hui, sur Facebook, il y a quand même des hommes, ils sont pas culottés. Ils m'écrivent, ils me disent qu'ils sont mariés, et ils me disent, oui, avec moi, tu connaîtras le grand amour, et tout. Non, mais je rêve, quoi. Ah non, mais moi, je suis outrée, les hommes. Enfin bref. Et après aussi, après j'ai connu les services sociaux aussi. Alors, le problème des services sociaux, quand on est à la rue, c'est vrai qu'on en a besoin pour au moins s'inscrire. Pour moi, j'ai connu le RMI. Mais à un moment donné, le problème des services sociaux, c'est qu'on s'enferme dedans. Et quand j'ai eu 30 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Parce que je suis restée 15 ans, plus de 15 ans sans domicile fixe quand même. Hein. Et donc là, sur 15 ans, de temps en temps, tu dormais chez un homme que tu rencontrais, voilà, alors de temps en temps dans la rue. Alors après j'ai aussi dormi dans les centres d'urgence. Ouais. Après, j'ai fait beaucoup de foyers. J'ai fait des hôtels. J'ai fait tout le dispositif qui existe dans le social pour pas dormir à la rue. D'accord. Mais quand j'ai eu 30 ans, moi j'en ai ras-le-bol. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Et même des fois, dans ma tête, je me disais, bon, ben, je vieillirai dans un foyer. Mais de 18 ans à 30 ans, tu n'avais jamais travaillé? Alors, j'ai eu des petits boulots quand même. J'ai eu ce qu'on appelle des contrats aidés. Alors, je sais que les contrats aidés sont très critiqués. Et pourtant, moi, avec le recul, je me dis que pour des jeunes
en grande errance, des jeunes complètement perdus, comme je l'étais, et ben les contrats aidés, je trouve que ça marche assez bien. Mm. Alors évidemment, si on propose des contrats aidés à des jeunes qui ont bac+5, il faut aussi que les patrons jouent le jeu. Mm. Les contrats aidés, c'est pour aider des jeunes voilà, qui n'ont pas de diplôme, Mm. qui n'ont aucune chance de rentrer sur le marché du travail. Et moi, j'ai connu vraiment tous les contrats aidés qui existaient à l'époque. Hein. Le SIVP, le TUC, le CE, je sais pas quoi. Donc, je les ai tous connus. Il n'y a que l'emploi jeune que j'ai pas connu parce que j'avais 25 ans. Donc, c'est trop tard. Et moi, ça m'a beaucoup aidé quand même parce que j'étais dans le monde des inclus. Ce que j'appelle le monde des inclus, bon, bah, j'étais avec des gens voilà, qui n'étaient pas dans la galère, qui travaillaient. C'est étonnant ce mot, le monde des inclus. Oui, parce que moi, la société, pour moi, je la vois comme ça. Pour moi, les sans domicile fixe, ils sont exclus parce que les inclus les excluent. Mais en fait, quand tu es sans domicile fixe, tu te sens pas exclu. C'est les travailleurs sociaux qui t'excluent en te disant oui, bon, en gros, t'es SDF, quoi. Mais non, je suis pas SDF. Je vis dans le foyer d'urgence, là. Et c'est l'administration, c'est les codes de notre société qui nous mettent dans un statut Ouais. d'exclus. Mais nous, quand on ne se sent pas du tout exclus, nous. Et c'est le regard des autres aussi qui nous exclut. Mais c'est comme un homosexuel. Qui c'est qui l'exclut, l'homosexuel? C'est l'hétérosexuel. Mais en soi, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais. En fait, on est exclu à partir du moment où l'autre a décidé que tu rentrais pas Pas dans dans- les codes, voilà. donc tu es en Donc c'est dehors pour de ça la que limite. moi j'ai partagé la société en deux. Pour moi, il y a les exclus et les inclus. D'accord. Voilà. Et euh, donc voilà, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Et à 30 ans, Et entre-temps, j'ai quand même rencontré beaucoup. J'ai fait de belles rencontres aussi. Mais j'ai fait aussi des mauvaises rencontres. J'ai rencontré des voyous, des prostituées, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer quand on est dans la rue. Et dans la rue, c'est sûr qu'on ne peut pas faire non plus forcément les meilleures rencontres. Et moi, sûrement parce que j'étais très jeune, et je pense que ça m'a sauvé, le fait d'être jeune à la rue. Et d'ailleurs, quand on est à la rue, il vaut mieux être jeune que vieux quand même, parce que sinon on est foutu. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai quoi. Et pourquoi on est foutu quand on est vieux? parce que quand on est jeune, les inclus, ils sont en empathie. En plus, j'étais une femme. Donc ils disent, oh la pauvre petite, qu'est-ce qu'elle fait à la rue? Puis en plus, moi j'étais une bonne nature, j'aimais bien rigoler. Voilà, comme les gens me disaient toujours, j'avais un beau sourire. Puis il suffisait que je dise, ouais, j'étais à la DAS et tout. Voilà, c'était. Voilà, tout le monde est en empathie. T'as 40 ans, tu dis, je suis à la rue. Souvent, les gens te disent, ils se disent, oh là là, c'est bizarre. Elle a dû faire, qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie? On regarde pas les choses de la même façon. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a une grosse crise, il y a le chômage. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on peut mettre ça sur le dos du chômage. Mais puis à 40 ans, voilà quoi. Se réinsérer et devenir un inclus, c'est plus compliqué. Bah déjà, moi j'avais, à 18 ans, quand je suis tombée à la rue, j'avais rien. J'avais tout à construire. Mais quand on a 40 ans et qu'on tombe à la rue, qu'on a eu, c'est pas la même chose quoi. On n'est pas dans la même dimension. Et alors à 30 ans, qu'est-ce que tu as décidé? Alors à 30 ans, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, il faut que je fasse une formation, je peux pas continuer de vivre de petits boulots parce que j'ai fait beaucoup de ménage. Parce que, en fait, ma vie s'est toujours fait sur des rencontres. Par exemple, j'ai gardé des enfants contre une chambre de bonne pour une femme, voilà, pendant 1 an. Après, de fil en aiguille, elle a parlé de moi à d'autres gens. Comme c'était quelqu'un qui était dans un milieu aisé, donc après, voilà. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très qui a jamais eu peur de travailler, de faire des petits boulots, même quand ils étaient durs. Et donc j'ai fait des ménages, j'ai fait des déménagements, voilà, avec tous les petits boulots inimaginables pour m'en sortir, mais toujours quand même dans une espèce de précarité, même dans le logement. Parce que bon, je veux dire, avec des petits boulots, voilà, à un moment donné, on peut pas non plus se payer un logement, quoi. Donc je vis toujours de foyer en foyer, quoi. Et puis un jour, à 30 ans, je me suis dit, ah non, mais c'est plus possible, quoi. Puis je me voyais vieillir aussi. Donc je me suis dit, je vais faire une formation. Et là, je me suis dit, tiens, Elina, je sais ce que tu peux faire, toi. Toi, tu connais bien le social. Et donc, t'as qu'à
qu'à passer une formation pour être travailleuse sociale. Et en faisant ça, je me disais, toi tu connais bien la vie. Et puis j'étais aussi en colère contre les travailleurs sociaux. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, ils m'aidaient pas tant que ça. Enfin, ils m'aidaient juste pour avoir une enveloppe, quoi. Mais m'aider, moi, c'était avoir un toit. C'était ça la solution, pour que je me stabilise. Et moi, il n'était pas question d'avoir des enfants pour avoir un toit. Parce qu'en France, il faut savoir que quand on est une femme avec un enfant, voire deux, on est prioritaire. Mais moi, au nom de la vie que j'avais eue, je savais très bien que si j'avais des enfants, il y aurait signalement et ils pourraient se retrouver à la DAS. Donc ça, il n'en était pas question. Donc j'étais en colère quoi, contre la société, contre les travailleurs sociaux. Et les seuls contre qui j'étais pas en colère, tout compte fait, eh ben, c'était toute la bourgeoisie. Parce que mine de rien, ben, c'est la bourgeoisie qui m'a fait avancer. Certes, je faisais des ménages chez eux, mais eux, ils m'ont toujours considéré comme une personne. Ils m'emmenaient au musée, ils m'emmenaient au cinéma, ils me faisaient découvrir des livres. Ils me considéraient comme une vraie personne, quoi. Pas juste comme un numéro de dossier, ou comme une fille qui n'était pas capable d'apprendre, quoi. Et eux, d'ailleurs, ils me trouvaient pas bête. Ils disaient toujours, bah, tu vas pas être femme de ménage toute ta vie. J'ai dit, bah si, avec ça, je peux faire que ça. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais dans ma famille d'accueil, et qu'à l'école, ça se passait très mal, ils me disaient toujours, bah, c'est pas grave, si tu vas pas à l'école, tu seras femme de ménage. Donc après, tu l'as cru, quoi. Bah, de toute façon, quand on vous fait rentrer un truc dans la tête quand vous êtes enfant, au bout d'un moment, on y croit, quoi. On se dit, mais c'est vrai. Puis en plus, à 30 ans, quand je faisais un état des lieux de ma vie, je me disais, ouais, j'ai fait que des conneries. Entre-temps, j'étais tombé dans la coke, dans l'alcool, j'ai fait plein de conneries. Enfin, j'ai pas fait des conneries pour faire des conneries, mais quand on est dans la rue. T'as plus rien à perdre, il faut que t'ailles chercher. Ouais, puis moi, en plus, les copains que je connaissais, ils étaient cool, mais des fois, c'est vrai qu'ils m'embarquaient dans des sales histoires. Mais moi, j'étais pas voyou dans l'âme, j'étais pas une racaille en soi. Des fois, je suivais juste les mauvaises personnes. Mais en même temps, avec ces personnes, j'ai bien rigolé. Et puis les voyous, quand je savais pas où dormir, eux, dans l'urgence, ils me donnaient 100 francs, puis j'allais à l'hôtel le soir même. Alors que le travailleur social, il fallait que j'attende, je sais pas combien. Et moi, donc, il fallait bien que je trouve des solutions. Donc l'urgence, c'était quoi? Bah, c'était de coucher avec un type qui avait envie de coucher avec toi, c'était de dormir dans une boîte de nuit. Après, le lendemain, l'assistante sociale me disait, quoi, t'as été encore en boîte de nuit cette nuit? Je lui dis, ouais, bah, c'est le seul lieu où je pouvais dormir, hein, je suis désolé, hein. Mais ils comprennent pas tout ça. Alors, eux, il faut trouver du boulot, il faut se réinsérer, mais tout ça sans toi, hein. Ou alors, ils t'engueulent parce que t'as pas accepté le centre d'urgence. Sauf qu'il faut y aller dans les centres d'urgence. Moi, je suis pas sûre que les gens qui sont bien équilibrés, ils y resteraient plus d'une nuit, hein. Mais ça, faut le vivre pour le comprendre. Et donc, à 30 ans, je dis, bon, moi, je vais être assistante sociale. Et ils vont voir les travailleurs sociaux. Je vais un peu les remuer. Et donc, je passe un brevet d'État. Et déjà, tous les travailleurs sociaux me préparent. Tu sais, Elina, si tu ne l'as pas, il faut pas... Tu sais, tu as été beaucoup dans l'échec. Donc, si tu ne l'as pas... Et heureusement qu'il y avait des gens, les gens chez qui je faisais les ménages, tout ça, ils me disaient... Qui croyaient en toi. Ouais, qui me disaient, mais si, on t'aidera et tout. Et le soir, c'est vrai qu'ils m'aidaient. Parce qu'il faut vous imaginer, à 30 ans, je savais même pas faire un résumé de texte quand même, hein. Et en fait, tout le monde m'a aidé. Tout le monde disait, bah écoute, si tu veux, par exemple, pour comprendre le monde de l'institution. Parce que moi, à 30 ans, pour te dire, je savais même pas qui était le président de la République, quoi. J'étais dans la survie, je vais au jour le jour, quoi. Par exemple, je me rappelle, il y a une femme qui m'a dit, écoute, j'ai une vidéo sur le Sénat, tu vas comprendre. C'est pour des élèves de 5e. Et plein de gens m'ont aidé. Par contre, les travailleurs sociaux, ils croyaient à peine en moi. Ils disaient, surtout, tu sais, Elina, je sais que tu as été beaucoup dans l'échec, donc il faut pas non plus que tu fasses une dépression. Mais à force, on se dit, je vais pas y arriver, quoi. Mais heureusement que parallèlement, il y avait des gens qui croyaient en moi. Et j'ai bossé dur, mais j'y suis arrivée. Et donc, j'ai eu mon brevet d'État. Et après, j'ai été embauchée dans un foyer qui accueillait des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, des jeunes femmes issues de la rue. Et donc, moi, j'étais convaincue que j'allais faire la révolution, quoi. Parce qu'il faut savoir que dans certains centres d'accueil, qui accueillent des sans domicile fixe, ils vous accueillent, mais le temps de 3 mois. Et moi, ça, je m'étais dit, ça, avec moi, ça n'existera pas. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de se réinsérer en 3 mois. Et déjà, par définition, le sans domicile fixe est instable. Donc le système social vous rend encore plus instable. Et on vous en demande beaucoup, hein. On vous demande de trouver du travail, d'aller bien dans votre tête, malgré toutes les histoires que vous avez derrière. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens qui restent longtemps dans la rue, souvent c'est des gens qui ont été très cassés dans leur vie, pendant leur adolescence ou pendant leur enfance. Parce que ceux
qui tombent dans la rue, mais qui ont été bien éduqués, qui ont eu des bonnes bases, qui ont eu une éducation, qui ont eu des études, ils se rattrapent beaucoup plus vite aux branches, quoi. Mais là, ceux qui restent longtemps comme moi, souvent on a été fracassés bien avant. En fait, la rue n'a fait que nous fracasser encore plus, quoi, c'est tout. Hein. Et donc, voilà, j'ai un poste, contrat indéterminé. Alors là, c'était la première fois que ça m'arrivait, truc de fou, quoi. Là, enfin, la vie me souriait. Et puis un jour, la directrice, elle décide de virer une gamine, parce qu'elle avait fait des conneries. Et moi, je lui dis, non, mais attendez, elle a 17 ans. Ben oui, elle a fait encore des conneries, mais c'est pas pour ça qu'il faut la virer. Et moi, là, j'ai parlé aux autres travailleurs sociaux. Ouais, mais Lina, on est d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux? Mais puisque vous êtes d'accord avec moi, il faut se mobiliser. Et puis voilà, personne ne s'est mobilisé. Et moi, à un moment donné, j'ai été frontal avec la directrice. Puis faut que tu t'imagines qu'à l'époque, je manquais aussi de distance. Ouais, voilà. Donc moi, j'étais très en colère. Ah, j'étais encore plus en colère. J'ai dit, moi, je m'en fous. Cette fille-là ne sera pas dehors. Bon, après, elle m'a fait comprendre que c'était pas moi qui faisais la loi. Et de fil en aiguille, elle m'a fait la misère. Puis j'ai fini par démissionner. Parce que moi j'ai dit non, je veux pas être complice de ce système social-là. Donc rebelote, on retrouve encore la rue. Puis quand on démissionne, on n'a droit à rien, quoi. Rien, ouais. Et là je trouve une place au Palais de la Femme à l'Armée du Salut. Et parallèlement, ah oui, j'ai quand même oublié un épisode très important de ma vie, qui m'a beaucoup aidé. Entre 18 et 19 ans, j'avais une technique aussi, pour pas être à la rue, c'est de prendre des médicaments avec de l'alcool. Ça, c'est mes potes qui m'avaient appris ça. Mais eux, ils le prenaient pour se mettre la tête. Pour se mettre la tête. Sauf que moi, je tombais dans les pommes. Au bout d'un moment, je disais, oh là là, je me sentais mal et tout. Et je tombais par terre. Mes copains, ils se barraient. Et puis, il y avait des gens qui disaient, mais attendez, il faut appeler les pompiers. Les pompiers arrivaient et moi, je me retrouvais à l'hôpital. Ouais. Je me suis dit, mais c'est géant comme idée, ça. Donc, régulièrement, je me retrouvais à l'hôpital. Et le dernier hôpital que j'ai fait, c'est Sainte-Anne. Et l'hôpital Sainte-Anne a fait très bien son boulot. Et eux, ils me disent, mais comment ça se fait qu'une gamine comme toi est à la rue? Et là, je raconte toute ma vie. Et eux, ils rappellent la DAS, en les engueulant, en disant, mais c'est inadmissible. En plus, pupille de l'État. Parce que pupille de l'État, ça veut dire quelque chose au niveau de la loi. Et en fait, elle m'a dit, bon, on va s'occuper de toi. Alors moi, j'étais contente, je me disais, ouais, super, tous les mois, je vais avoir à nouveau d'argent de poche et tout. Et en fait, j'ai été sous tutelle de juge jusqu'à 21 ans. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, écoutez, Lina, on va faire un contrat. On va s'occuper de toi. Tu vas plus être à la rue, mais à une seule condition, que tu ailles voir 2 fois par semaine le psychiatre. Et si tu ne suis pas ce contrat, tu retournes à la rue. Alors là, je me suis dit, non, non, je ne retourne plus jamais à la rue. Et en fait, ce juge, je le remercierai jamais. Parce qu'en fait, je suis allé voir le psychiatre, évidemment. Je trouvais ça rigolo. Alors des fois, j'y allais pas, mais... Voilà, mais j'y retournais régulièrement parce que des fois, je voyais bien que j'allais pas très bien dans ma tête. Et c'est vrai que ça m'a tellement marqué, ce psychiatre, que toute ma vie, j'ai été suivie. Et je pense aussi que si j'avais pas été suivie par une psychothérapie, j'en serais pas là non plus. Je pense que la rue m'aurait rendue complètement folle. Je pense pas qu'elle m'aurait rendue alcoolique, parce que moi, j'avais une chance, même si je buvais trop, mais la chance que j'avais, c'est que je ne tenais pas. Voilà, je tombais vite par terre, donc... Mais par contre, je buvais quand même trop, quoi, voilà. Et puis mes copains de l'époque, ils m'empêchaient pas, quoi. Ils faisaient rien, eux, ils buvaient, vraiment, eux, ils buvaient jusqu'à... Et donc après que tu as été viré du... Quoi, c'est-à-dire que tu es démissionné? J'ai démissionné. Donc après, je retourne voir une directrice d'un centre pour femmes battues, que j'aimais bien. Elle, je l'aimais bien. Et je lui dis, bah ça n'a pas marché. Elle me dit, voilà, Lina. Parce que j'étais convaincue que j'avais ma place dans le social, quoi. C'est, pour moi, c'était une évidence, quoi. Elle me dit, bah là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je dis, je sais pas. Puis elle me dit, elle me pose plein de questions et tout. Elle me dit, qu'est-ce que t'aimes bien et tout. Ben, je lui dis, écoute, j'aime bien les enfants, j'aime bien le théâtre. Enfin, je lui dis tout ce que j'aime, quoi. Elle me dit, écoute... Puis j'aimais toujours le social, au fond. Mais le social à ma manière. Et puis le social pour changer les choses. Pas le social pour subir la politique sociale. Et donc elle me dit, écoute, je connais un type,
il monte un projet avec des sans domicile fixe pour monter les bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot. J'ai dit, ah bon. Alors j'appelle ce type, et puis voilà, et ce projet, c'était un projet de réinsertion. Alors il y avait la partie réinsertion qui était gérée par un centre de formation pour essayer de réinsérer des sans domicile fixe. On était à peu près, on va dire, 30. Alors après, dans les 30, on était à un degré différent. Pas tous cassés de la même manière. Il y en avait qui étaient psychiatriquement très atteints, d'autres ils sortaient de prison, d'autres c'était des gens comme moi qui étaient paumés, mais qui... Voilà, moi déjà j'allais mieux, j'allais mieux que... Alors qu'est-ce que cette expérience t'a ouvert? Et cette expérience, donc il y avait cette partie réinsertion. Alors il y en avait certains, c'était pour monter leur projet, c'était de retrouver leurs enfants, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la DAS, enfin ex-DAS. D'autres c'était vivre tranquille, trouver un logement, enfin c'était pas forcément projet de travailler, de toute façon il y en avait qui étaient incapables, qui n'étaient pas du tout. Et toi? Et moi, je savais pas trop où j'allais en fait en faisant ce projet. Je le vivais au jour le jour. Mais en tout cas, j'avais une place importante. C'est que moi, j'allais beaucoup mieux que les autres. Et j'étais un peu... voilà, j'étais un peu la meneuse du groupe, quoi. Même si des fois, je faisais autant de conneries qu'eux. J'allais en répétition, on était bourrés, enfin bref. Et puis, à la fin du projet, donc on joue à Chaillot. Et pendant 15 jours, on a joué dans une salle, c'était blindé tous les soirs. Et l'objectif aussi de ce projet, c'était que des gens aient envie de nous embaucher. Et en fait, c'est vrai qu'on a été très médiatisés. Et évidemment, les journalistes qui racontaient sur nous, ce qui était vrai, mais ça ne nous amenait pas vraiment vers le haut, quoi. Par exemple, moi, très vite, dans Le Monde, on savait que j'avais fait toutes les boîtes à partous de Paris, enfin bon, on savait que j'avais pris de la drogue, enfin, il faut se mettre à la place des employeurs, quoi. Puis il y en avait un, on savait qu'il avait fait de la prison pour telle chose, des choses graves. Et donc, moi, la colère m'a pris en 99. Je me suis dit, moi, je vais l'écrire, mon spectacle. Et je vais écrire l'humanité des sans domicile fixe de l'intérieur. Et là, pendant 10 ans, j'ai écrit mon spectacle. J'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de mime, des cours de clown. Parce que je voulais pas non plus un jour présenter mon spectacle et qu'on dise... Ouais, que ce soit bon, moyen, quoi. Ouais, puis je voulais pas qu'on dise... ouais, bon, c'est gentil ce qu'elle fait, mais enfin, on va aller revoir, c'est une petite... Et parallèlement, il y a une femme chez qui je gardais des enfants pour la chambre de bonne, qui entre-temps avait écrit un livre, un best-seller, investi dans l'immobilier. Donc un jour, je vois toutes les chambres de bonne qu'elle a achetées, et je lui dis, waouh, moi j'aimerais bien habiter là. Elle me dit, mais enfin, Elina, tu vois bien que c'est un taudis, faut que tu t'imagines, il n'y avait pas de toilette, ni de douche, rien. J'ai dit, si, moi ça me va. Parce que quand on est sans domicile fixe, l'important, c'est un toit. Même une cave. Oui, moi je sais qu'à une époque, quand j'étais sans domicile fixe, je faisais les annonces des box de voitures. Je me disais, tant pis, au moins, là je serai tranquille. Et en fait, elle en parle à son mari est ok, et voilà. Donc pendant à peu près 9 ans, j'ai vécu dans cette chambre de bonne. Je me suis stabilisée. J'ai continué ma psychothérapie. J'ai continué mes petits boulots, j'ai fait des ménages. Voilà, enfin là, je commençais à me stabiliser. 10 ans plus tard arrive. Et je présente ma première demi-heure de spectacle, qui s'appelle Des quais à la Seine. Et j'appelle tous les journalistes qui m'avaient médiatisé en 98, octobre 98. Il y en a un qui est venu. Et il ressort. Il me dit, c'est génial. Oh, je me suis dit, il me dit ça. 4 jours plus tard, il me rappelle. Et là, c'était vrai. Il avait vraiment trouvé ça géant. Il m'a dit, écoute, il faut encore que tu le joues, c'est normal. Parce que lui, en plus, il est venu à ma 4e. Et il est vraiment venu les mains dans les poches avec sa femme. Il dit, je te présente ma femme. Non, mais on sentait bien que le gars venait voir ce que j'étais devenu 10 ans plus tard, quoi. Et il m'a fait mon portrait dans Libération. Et ensuite, suite à ce portrait, il y a Flammarion qui est venu vers moi, qui a dit... Et après, tout s'est enclenché, quoi. Et moi, comme j'ai toujours été une fille qui... Comment dire, qui voulait changer les choses, au nom de tout ce qui m'est arrivé.
je me disais, je peux pas laisser les choses comme ça. Moi, je m'en sors bien, mais moi, il faut savoir que moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis une fille, voilà, j'ai jamais eu peur de haut et fort l'injustice, d'être révoltée. Mais il y a plein de gens, ils se laissent écraser par le système, ils disent rien, quoi. Ils se contentent de ce qu'ils ont, puis ils se disent, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et moi, j'ai dit, c'est trop injuste, quoi. Parce que quand on est sans parents, qu'on se retrouve dans des sales familles d'accueil, c'est quand même pas de notre faute, quoi. Et après, à 18 ans, on nous demande d'aller bien. Il y a un truc qui cloche, quoi. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, je peux pas laisser les choses comme ça. Et donc, après, on a commencé à m'appeler beaucoup pour faire des conférences sur le thème changer le regard sur l'exclusion. Après, il y a aussi des centres de formation. Même les éducateurs, les travailleurs sociaux m'appellent régulièrement pour travailler autour de l'exclusion, comment on peut changer les choses. Donc ça, je trouve ça super intelligent de leur part. Parce qu'ils pourraient aussi lui dire, ouais, cette fille... Mais non, ils ont vraiment envie de m'écouter, quoi. Comprendre comment ça se passe. Parce que maintenant, tu peux toucher ceux qui sont ouverts à ce que Oui. tu dis, plutôt que d'aller à un endroit et de convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Voilà. Là, c'est ceux qui sont prêts qui viennent te Voilà. voir, quoi. Et puis en plus, depuis... Ce qui est bien, je suis contente d'avoir fait cette formation, ce BATEP, qu'aujourd'hui qu'on appelle un BEDJEP, c'est que aussi, grâce à cette formation, j'ai compris aussi le monde de l'institution. Ouais. Et je sais aussi que les travailleurs sociaux sont aussi maltraités par l'institution. Mm. Mais justement, moi je leur dis, arrêtez de subir, arrêtez d'appliquer. Faut bouger, quoi. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que si on applique tout bêtement et qu'on subit, parce qu'eux aussi ils souffrent des lois. J'ai deux questions. Peut-être juste finir, je sais qu'aujourd'hui tu es dans une émission de radio, donc en fait, tout ça, t'as publié un livre en fin de compte ou pas? Ouais, en fait le livre a été publié en 2013, qui s'appelle Longtemps j'ai habité dehors chez Flammarion. Okay. Et de là, j'ai été invitée aux Grandes Gueules sur RMC. C'est une émission qui invite des gens du civil, mais il y a aussi un ex-ministre, il y a des avocats, enfin il y a des gens un peu de partout. Et de notre point de vue, on dit ce qu'on pense sur l'actualité. Et donc, de là, j'y suis allée plusieurs fois, et puis de là, ils m'ont proposé de venir, voilà, de temps en temps. Ils m'ont dit, bah écoute, ça te plairait de venir? Moi, j'ai dit, bah bien sûr, moi j'ai des trucs à dire. Alors, même s'il y a des sujets, je suis un peu à côté de la plaque, parce que quand on traite des sujets sur l'économie, bon, je m'accroche, j'essaye de m'informer, mais bon, c'est pas l'économie, moi, je suis comme la majorité des gens, c'est hyper dur à comprendre le monde de l'économie, la géopolitique et tout ça. Mais bon, voilà, je dis à mon niveau, à partir de ma place, qu'est-ce que je pense voilà, de certains sujets. Donc c'est génial, tout ça t'as amené là et maintenant tu vis dans un appartement voilà, sympa. Depuis 2011, alors voilà, tout ça pour dire, je n'ai mon appartement que depuis 2011 quand même. Ouais. J'avais 44 ans, faut le faire. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Et en tout cas... Tu l'apprécies toujours ton appart même? Ah non mais... moi, mon toit, c'est ce que je dis à tout le monde, mais mon toit, c'est ma liberté, quoi. Ouais. Et... Juste, deux questions. La première, c'est... j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une femme qui a eu une enfance très difficile. Et elle a très bien réussi dans la vie. Bah, tant mieux. Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent. Elle est américaine. Et on parlait, elle disait qu'elle ne pouvait pas aller dans certains pays à cause de la pauvreté. Quel est ton rapport à la pauvreté maintenant quand tu rencontres quelqu'un qui vit dans la rue? Quelle est ta réaction voilà. Est-ce que tu te sens impuissante? Est-ce qu'au contraire, tu te sens puissante? Comment tu le vis, ça? Alors, en fait, moi, je suis très partagée là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus fort que moi. C'est dans mes tripes. Je dois agir. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais à Montreuil. Je vois une femme, 2 béquilles, par terre. J'appelle tout de suite les pompiers, je lui parle, je lui dis... quand je vois un sans domicile fixe, je lui dis toujours bonjour. Moi, je peux pas lui donner d'argent, j'en ai pas. Par contre, je fume, je donne une cigarette. De toute façon, je suis pas là pour faire la morale. Même des fois, j'ai rencontré des sans domicile fixe. Je sais qu'ils ont envie d'une bière, moi je leur offre une bière. Je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un, faut pas boire, faut pas fumer. Et c'est vrai que beaucoup de gens, dans mon entourage, me disent, écoute, Elina, t'en as assez bavé comme ça. Allez, coupe avec la misère. Et parfois, pour être franche, j'aimerais. Je rêve de me dire,
bon allez Lina, c'est bon, t'es heureuse, maintenant coupe avec la misère, passe à autre chose. Mais je n'y arrive pas. C'est comme si je trouve tellement injuste tout ce que j'ai vécu, au nom de tous ceux qui n'ont pas la parole comme moi j'ai la chance d'avoir. Je peux pas. Je peux pas. Je me dis, j'ai de la chance, je m'en suis sortie, moi. Et je me dis, il n'y en a pas beaucoup des gens comme moi qui ont la parole. Franchement, il y en a très peu qui sont invités à droite, à gauche. Là, dernièrement, j'ai fait une audition à l'Assemblée nationale devant des députés. Mais il n'y en a pas beaucoup des comme moi. Et moi, j'ai le droit de parole, là. J'ai le droit de dire comment ça se passe sur le terrain. Et je me dis, mais si je le fais pas, qui va le faire? Puisque les travailleurs sociaux, eux, voilà, ils appliquent les choses, ils savent très bien comment ça se passe sur le terrain. Ils ont leur boulot, voilà, bon, je dis pas, il y en a peut-être certains qui remontent des informations, mais apparemment, il n'y en a pas autant qui sont invités comme moi, un peu partout, quoi. Et, et cette américaine, quelque part, c'est étrange, puisque je puisse dire ça, mais je me dis, quelle chance qu'elle ait réussi à se dire, je passe à autre chose. Eh ben, moi, je l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai parlé avec elle. Ah bon? C'est plus... Alors, Moi, je le sentiment, comprends comme ça. alors ça peut être vu comme ça, mais je l'ai senti aussi comme... c'est trop dur pour moi parce que ça me touche trop. Je n'arrive pas à aller. Elle peut pas aller en Inde parce qu'il y a trop de pauvreté et ça lui fait mal. Ah oui, donc elle s'en est pas sortie. Ah oui, oui, moi je pense. Non, C'est pas c'est pas juste comme qu'elle ça ne que peut pas. Ah oui, c'est pas comme ça que. Et elle a été investie dans une association qui aide les enfants et elle rentrait en pleurant. Ouais. Donc elle veut, mais en même temps. Donc tu vois, c'est oui, d'autres. oui. Est-ce qu'on peut vraiment couper, comme tu dis? Est-ce qu'on peut vraiment dire c'est ok? Alors, il y a très longtemps, quand je rencontrais un sans domicile fixe dans la rue, et pour m'en sortir, j'étais obligée de couper au départ. Parce que sinon, moi, je retombais, quoi. Je pleurais, je m'en voulais, mais toute la journée, je me prenais la tête. Mais comme je te l'ai dit, j'ai toujours suivi ma psychothérapie. Et quand j'allais voir ma psychiatre, je lui disais, mais vous vous rendez compte? Chaque fois que je passe devant un sans domicile fixe, je me mets à chialer toute la journée, ça me prend la tête, je peux plus vivre. Et elle m'a dit, écoutez, il y a deux solutions. Soit vous vous arrêtez et vous recommencez comme avant, vous allez au bar et vous vous enfoncez. Soit, parce qu'elle m'a fait comprendre un truc, pour aider les sans domicile fixe, il fallait que moi j'aille bien aussi. Et grâce à tout le travail que j'ai fait parallèlement en faisant ma formation, en faisant ma psychothérapie, en avançant dans ma vie quoi, de femme, ben, elle a eu raison. Aujourd'hui, je peux les aider aussi parce que moi, je suis plus dans la rue, parce que je suis plus dans la précarité comme avant, parce que je suis solide aussi, je suis blindée maintenant. Et puis, je connais la bonne distance. Mais c'est sûr qu'il y a encore, je sais pas, il y a 8 ans, j'étais incapable de tendre la main sans me retrouver dans le caca, quoi. Mais bon, moi, en même temps, j'ai très peu voyagé. Donc, est-ce que je suis capable d'aller en Inde? Non, mais là, mais même, je veux dire, l'Inde, ça c'est qu'un. Ouais. Tu vois, c'est déjà. Il suffit de se balader à Paris, tu vas forcément croiser limite une dizaine de SDF dans la rue, voilà. Si tu marches. Ah bah si tu marches, oui. Tu vas être sollicité. Puis il y a tous ceux que tu vois pas. Tous ceux qui marchent toute la journée, on croit que c'est des gens qui passent, mais c'est des gens qui veulent surtout pas qu'on le voit, quoi. Ouais, je suis rentrée dans une église hier et c'est clair qu'il y avait un monsieur là qui avait pris l'église pour dormir et et discrètement, hein, pas métal, vraiment, bien sûr. Histoire, hop, on me voit pas. Mais la plupart des sans domicile fixe sont invisibles. Moi, quand je l'étais, pour rien au monde, j'aurais voulu qu'on me voie. Hein. Alors après, on se reconnaît entre nous. Mais moi, j'ai fait les lignes de métro de bout en bout parce que j'avais rien à faire, quoi. Et en fait, personne ne se disait, les SDF, quoi. Puis les gens, ils descendent, ils partent. Comme... Ma dernière question, tu viens de dire, je suis heureuse. Ouais, c'est vrai. Ma dernière question, c'est sur le bonheur. Qu'est-ce que... t'as l'air de te sentir heureuse. Qu'est-ce qui est important pour toi pour être heureuse ou qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Alors, pour moi, déjà, le bonheur, alors, je dis tout ça après plus de 25 ans de psychothérapie. On va prendre le bonheur là où tu es. Voilà. Et après, non mais je dis ça parce que j'ai pas toujours été heureuse, pas non plus. Je suis passée par des moments difficiles. Et puis je croyais qu'il fallait être riche. Quand j'étais dans la merde, de toute façon, c'est tous des bourgs, des comptes bourges. J'étais très en colère contre la société. Mais aujourd'hui, je sais que, de toute façon, déjà dans un premier temps, le bonheur, on le trouve à l'intérieur de soi. Ça, j'en suis convaincue.
Évidemment, depuis que j'ai un toit, pour moi, c'est simple comme bonjour, mais quelqu'un ne peut pas trouver le bonheur sans un toit, quoi. Quel que soit le toit, hein. Ça peut être un toit, voilà, un toit de 10 mètres carrés, de 20 mètres carrés, enfin, j'en sais rien, de 35 mètres carrés. Et après, moi, le bonheur, c'est tout con, mais c'est de me réveiller le matin, de savoir ce que je fais dans la vie me passionne, même si je ne suis pas payé des mille et des cents. Mais pour moi, de vivre pour ma passion, de savoir pourquoi je me lève le matin euh, et pourquoi je, je vais aller défendre toutes les causes que je défends, même si des fois je ne suis pas écoutée, ce qui est normal des fois. Mais ça m'est égal. Moi, j'y vais, quoi. Quand je vais jouer mon spectacle, je sais pourquoi je le joue. Même si on n'aime pas, ça m'est égal. Euh, En tout cas, j'ai donné un sens à ma vie et de savoir pourquoi je vis, de savoir que mon toit, je l'ai à vie, quitte à être payé un SMIC toute ma vie, ça m'est complètement égal. En plus, moi, j'ai fréquenté beaucoup de gens qui étaient handicapés, j'ai fréquenté des gens qui avaient des maladies mentales, qui eux, malheureusement, je suis pas sûre qu'ils s'en sortent un jour. Et moi, je réalise trop à quel point que quand on se lève le matin, qu'on sait qu'on n'est pas malade, parce que pour moi, le capital santé, surtout quand on est pauvre, c'est le principal capital qu'il faut avoir. Parce qu'à partir du moment où tu as deux bras, deux jambes, que tu n'es pas malade psychiatriquement, que tu es courageux, que tu te dis je vais m'en sortir, et et que tu sais que tu peux, voilà, que tu peux manger tous les jours. Moi, je m'en fous, j'ai jamais, je veux dire, je m'en fous de manger des pâtes ou des pommes de terre pendant 8 jours. Le principal, c'est de manger, quoi. Et, et je me dis, à travers mon expérience, si les gens pouvaient comprendre que le bonheur est beaucoup plus simple qu'ils ne le pensent, que des fois les gens vont chercher le bonheur, mais dans des endroits, euh, enfin, dans des endroits, tu te dis, mais pourquoi tu vas chercher le bonheur là alors que le bonheur, tu l'as déjà, sauf que tu ne le vois pas. Et ça, je trouve ça terrible. Et malheureusement, on est dans une société, on est dans une société où tout doit aller très vite. Quand on veut un truc, c'est tout de suite. On est dans le paraître, on est dans être le plus beau. L'émotionnel, on n'en parle plus. Ah non, non, l'émotion, on s'en fout maintenant. Il faut être efficace, le résultat du chiffre, c'est tout. Ah non, mais c'est vrai, c'est terrible. On est dans une société qui se déshumanise de plus en plus. Et moi, je sais que il faut absolument. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de l'humain. Parce que c'est l'humain qui peut croire, qui peut croire au bonheur. C'est pas. Même, et moi, je connais des gens qui sont vraiment aisés, hein, qui gagnent mais des 30 000 € par mois et sont en pleine dépression, là. Donc, ça prouve bien que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Parce que, alors, il y a des gens qui vont dire oui, ça aide. Alors, ça aide pourquoi? Ça aide parce que, par exemple, la personne dont je vous parle, l'autre fois, elle me dit oh, j'en ai marre, je vais me prendre un billet, je vais aller en Turquie. Elle a été en Turquie, après elle est revenue, elle est déprimée toujours, elle est repartie en Tunisie. Et elle va toujours mal. Donc ça prouve. Moi, c'est tout l'environnement que j'ai aujourd'hui qui me fait dire, et j'en suis sûre, que le bonheur, on le trouve à l'intérieur de soi. Moi, est-ce que je connais des gens aisés, mais qui ont tout pour être heureux. Alors eux, ils ont la totale. Ils ont même plusieurs toits, j'ai envie de dire. Ils en ont un dans le sud, un en Angleterre, ils ont un bateau. Et en fait, même les choses, moi, je veux dire, un rien me rend heureuse, moi. On me dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tiens, il y a une expo. Ah ouais, super chouette, on y va, quoi. Moi, je saisis. Chaque fois qu'on m'envoie une balle, moi, je la prends, la balle, quoi. Et il y a des gens, ils ont tellement tout que, je sais pas, ouais, ils sont blasés, je sais pas. Je crois qu'on les enverrait sur la Lune, ils seraient même pas encore heureux, quoi. C'est terrible, hein. Et, et voilà, enfin bon, moi, le principal, c'est que je me réveille tous les matins, je suis heureuse. T'es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Ah ouais, ça pour moi, c'est. Ah ouais, j'ai trop rencontré de gens qui sont, par exemple, qui ont appris du jour au lendemain qu'ils avaient le cancer, qui avaient. Enfin voilà, ils avaient tout pour être heureux, quoi.
Mais quand on est malade, on peut avoir tout l'argent du monde, quoi. Ouais. Et juste pour finir, j'ai dit que j'avais 2 questions, mais Ouais. tu vois, c'est juste si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand justement, quand tu avais 18 ans par exemple. Et juste tu te croises là où tu étais ces 3 jours dans la rue, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Alors, si je me croisais dans la rue quand j'avais 18 ans, je dirais bon courage. Ouais, c'est vrai, je crois que c'est ça que je me serais dit, quoi. C'est franchement, à 18 ans, j'étais vraiment dans un tel état. Non, je crois que je me serais dit ça, quoi. Ok, Ouais. ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. C'est hyper fort ce que tu as raconté. En tout cas, le but, c'est de faire réfléchir les gens. Ouais, Voilà, quoi. bah déjà tu m'as fait réfléchir moi. C'est génial, alors. Merci. C'est super. Merci Amina. Merci. C'est cool.